Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto numéro 40 déjà, donc ça fait vraiment un petit bout de chemin qu'on fait ensemble avec cette actualité 40, hein. Déjà c'est un énorme chiffre, mais bon, je vous remercie, donc j'en profite pour vous remercier déjà tous, hein, les anciens abonnés, les nouveaux, pour le suivi, hein, pour le chemin qu'on fait ensemble. Et effectivement, c'est pas fini, ce n'est que le début, vous allez voir, ce n'est que le début. Et puis sinon, bah, écoutez, aujourd'hui, bah, comme d'habitude, on va parler donc du VeChain, des projets crypto, hein. Vous savez que je fais en avant-première, donc VeChain, XRP, VV, Ecomi, le projet Ultra également. Et en fin de vidéo, en deuxième partie, on parlera également, comme d'habitude, des actualités crypto plus générales. Là, vous allez voir, il y en a pas mal et également financière. Et là, des choses à critiquer quand même un petit peu. Vous allez voir comment et pourquoi. Bon, bah écoutez, c'est parti les amis, mais avant ça, bien sûr, je vous envoie mon trailer. C'est parti les amis avec le VeChain comme d'habitude en premier. Donc là j'ai un tweet, hein, vous voyez, de CryptoBusy qui a été reposté par la fondation VeChain, c'est-à-dire validé en quelque sorte, hein. C'est pour ça que je me permets de vous transmettre l'information. Et là, ce qui serait très intéressant de ce tweet, de cette information de CryptoBusy, c'est qu'il parle de l'intelligence artificielle qui a été citée par le magazine Forbes récemment, hein, pour justement lutter pour améliorer l'efficacité du combat contre le réchauffement climatique, donc dans les 10 prochaines années. Et en parallèle, il fait également allusion au récent partenariat, souvenez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière, entre la fondation VeChain et SingularityNet, c'est-à-dire le partenariat en lien avec l'intelligence artificielle. Donc là, c'est sympa parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de prise de conscience dans l'aspect technologique, c'est-à-dire le triangle technologique entre la blockchain, l'intelligence artificielle et les données numériques. Et là, on a vraiment le lien entre l'intelligence artificielle et les blockchains qui est vraiment en train d'émerger, d'arriver, donc on va dire, dans la visibilité pour tous de façon plus évidente. Et là, on le voit bien à travers ce tweet que je trouvais intéressant que je vous ai partagé. Bon. Voilà pour l'introduction, on va dire, sur l'information du VeChain plutôt intéressante. Je continue, les amis, avec une mise à jour, vous savez, de l'information sur le projet EasyA, sur les 60 jours du VeChain. Et là, on est déjà à 4000 constructeurs. C'était au 31 août l'information. Entre-temps, il n'y a pas eu de mise à jour, cette information-là. Mais on imagine que ça a même dépassé les 4000 builders très facilement. Donc c'est énorme quand on sait que ça, en à peine 2 semaines, 4000 constructeurs ont créé donc du contenu sur l'écosystème VeChain, des applications, des dApps. Pas mal. Bon, voilà les amis, je continue avec une troisième petite information et pas des moindres, puisque c'est tout simplement un nouveau partenariat entre également la fondation VeChain et Vivo Smart Chain. Et donc là, vous allez voir, c'est quand même assez fou, hein, qui est assez phénoménal. Donc là, j'ai un article de ethnews.com, blockchain titans, vous voyez, donc qui parle des titans de la blockchain VeChain et Vivo Smart Chain joignent leurs forces pour conquérir l'industrie de multimilliards de dollars industrie. Bref. Et donc, ce qui est trouvé très intéressant là-dedans, c'est que donc, Vivo Smart Chain annonce un partenariat stratégique avec le VeChain pour justement améliorer l'interopérabilité, entre guillemets, ainsi je traduis, et l'utilisation cross-blockchain pour les utilisateurs, pour que ceux-ci, en fait, voient leur expérience utilisateur améliorée dans le milieu des données numériques de la santé. C'est écrit ici. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai tilté, j'ai fait ah bah là carrément. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, on a eu un partenariat annoncé entre la fondation VeChain et SingularityNet, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est-à-dire un partenariat renforcé entre la technologie blockchain et l'intelligence artificielle. Et là, on a une annonce, on a quoi? Une semaine après, on a une annonce de partenariat entre la fondation VeChain, c'est-à-dire la blockchain, et les données numériques de la santé, on peut dire les données numériques quelque part. Donc ça veut dire que là, en 2 semaines, la fondation VeChain a construit clairement son triangle technologique d'auto-alimentation pour améliorer, encore une fois, ses services grâce à l'intelligence artificielle et au recueil des données numériques. Donc assez énorme. Et bien sûr, dans cet article-là, ils disent,
très clairement que l'accent, c'est l'interopérabilité. Vous voyez, c'est débloquer le pouvoir de l'interopérabilité au niveau des blockchains. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tous les niveaux parce que j'ai un peu fou parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques mois justement pour expliquer les différentes technologies de la blockchain et que l'objectif final, ce serait justement de viser l'interopérabilité universelle des blockchains, mais par contre je ne pensais pas que ce serait forcément l'objectif du VeChain. Parce que vous avez d'autres projets, par exemple comme le Polkadot. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale sur le Polkadot, je pense lundi prochain. J'ai préparé donc l'article pour que je fasse la vidéo sur le Polkadot. Mais le Polkadot est un projet spécifique justement pour apporter l'interopérabilité. Le VeChain, je ne pensais pas que ça les intéresserait vraiment de développer l'interopérabilité. Et pourtant, ben avec ce partenariat-là, ils dévoilent également que là-dessus, ils sont dans l'objectif de débloquer cet aspect-là également. Donc c'est vraiment sympa à voir. En fait, le VeChain sont sur tous les fronts, tous les niveaux. À voir, c'est même pas trop pour eux. À voir. Bon. Autre information, les amis, cette fois, donc un petit tweet de Gigi Card qui services, et là on passe au Phygital. C'est-à-dire, donc là j'ai vous voyez, une photo, je ne sais pas trop si vous connaissez tout l'aspect des, par exemple, les cartes Pokémon, les cartes Panini, ce genre de choses. Vous avez des entreprises spécialisées dans le monde, et notamment l'entreprise PSA, comme vous pouvez voir ici, qui sont spécialisées dans la gradation de cartes. Et donc, vous savez, par exemple, quand vous avez eu un engouement sur les cartes Pokémon en 2021, je crois, eh bien, vous aviez des cartes Pokémon qui valaient 500 000 $, une maison. Un truc de fou. Et donc, en fait, c'est parce que, justement, avec cet aspect de gradation des cartes, eh bien, vous avez des notes de 0 à 10, et en fait, les cartes qui sont notées 10 sont extrêmement rares. C'est pour ça qu'elles sont extrêmement cotées derrière. Et donc, là, le système, le principe de PSA, c'est de noter justement, de grader, de protéger en même temps sous le boîtier ce genre de cartes. Sauf que ça, c'était l'aspect physique il y a quelques années. Et aujourd'hui, avec la technologie du VeChain, comme c'est très bien expliqué par DigiCard ici, Key Services, qui est justement en lien avec le Web 3.0, tout ça, comme on peut voir ici, eh bien, fait référence au fait que le VeChain, à travers les puces NFT, etc., pourra également faire le lien entre l'aspect physique de cette carte gradée par PSA et l'aspect numérique. Donc non seulement on peut avoir l'aspect peut-être NFT, comme je vous l'ai montré avec par exemple les marketplaces World of V et les objets Phygital qui sont en lien là-dessus, mais également derrière, vous allez voir, vous allez comprendre, parce que là j'ai cliqué sur le lien donc sur Twitter qui ramène justement sur l'information sur cet objet-là précisément, mais même en version numérique. Et vous voyez, avec toutes ces informations-là, avec un lien, comme vous voyez, VFriends, c'est-à-dire une puce NFC qui est associée, et eh bien vous avez l'information numérique en temps réel sur donc, le numéro, par exemple, de l'item. Vous avez la géolocalisation, le tracking, carrément, enfin, vous voyez, le délire, c'est abusé, quoi. Vous avez même l'aspect du tracking. Vous avez également tout l'historique d'échange de l'objet. Donc ça, c'est grâce, vous voyez, blockchain record créé donc le 29 juillet 2023. Le propriétaire a signé et l'item in hand, c'est-à-dire à Rosemont, Illinois. Et vous avez tout l'historique comme ça qui est présent. Donc c'est assez phénoménal. Maintenant, le pouvoir, en fait, on voit vraiment que l'aspect des blockchains comme le VeChain ont vraiment tout à apporter dans ce genre de commerce, de produits. Et ça, c'est un seul commerce parmi tant d'autres. Donc, c'est assez intéressant. Donc, PSA, je vous montre, c'est ça. PSA, là, je suis sur leur site internet, pardon. Donc, vous voyez, ils protègent les cartes de ce genre-là. Vous avez le sport, vous avez effectivement le basket, vous avez tout. Vous avez les cartes Pokémon. Et vous avez des gens, donc, qui ont fait leur métier, c'est d'acheter et de vendre des cartes et qui font du trading là-dessus. Donc c'est assez étonnant de voir que vous mélangez cet aspect physique-là de collection avec l'aspect NFT numérique désormais grâce aux technologies comme le VeChain. Voilà les amis, donc ce sera tout pour aujourd'hui pour le VeChain. Je vous invite à voir la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, pour vraiment en savoir plus si vous êtes intéressé. Je vous rappelle également que je ne suis pas un conseiller financier, hein, bien évidemment, et que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif.
Voilà. Une fois que c'est dit, ben, écoutez, on passe à la suite et surtout au prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Et là, je vais faire comme d'habitude la liste des drops en avant-première, hein, si je puis dire, de cette semaine. Et notamment, le premier drop, c'est la Panthère Rose, vous voyez, en version animée, qui danse et qui est prévue pour une sortie le 10 septembre, c'est-à-dire dimanche. Je ne me trompe pas. Et donc là, vous voyez quand même, ça date de 1964 à 2023. Donc encore une licence de plus obtenue par VV. Donc assez phénoménal. Voilà les amis. Ensuite, je continue avec la liste des drops donc prévue cette semaine. Vous avez également donc le 7 septembre, c'est-à-dire demain, le comics, enfin une bande dessinée de Thor qui va sortir donc avec tout le panel de version commune jusqu'à secret rare comme vous pouvez le voir là. C'est ultra rare, pardon. Je crois pas que vous avez de secret rare. Enfin, vous avez ultra rare et rare. Bon, voilà. Ensuite, je continue. Donc après Thor, vous avez également Tarzan. Et là, Tarzan, le comic est sorti aujourd'hui. Vous savez, c'est la version, c'est le numéro 214. Donc là, vous voyez que si vous voulez lire ces bandes dessinées, eh bien, vous pourrez directement via l'application VV. Bon, ensuite, très intéressant, effectivement, là j'ai un tweet donc, de John Savage pour la source qui est un fan de NFT, il a une chaîne YouTube également sur les NFT, également il suit Ecomi, Omi, etc. Et là, vous voyez, il a relayé une information effectivement très intéressante du plus gros collectionneur présent sur l'application VV. Et depuis 2021, bien évidemment, depuis le début, et regardez, la personne a tout simplement dépensé 20 millions quasiment de dollars sur l'application VV, et elle est en perte sèche de 10 millions de dollars par rapport à la valeur initiale de ses achats de NFT. Donc c'est également aussi très intéressant ce fait-là, ça veut dire que les NFT ont tout simplement, de VV, ont tout simplement perdu de la valeur, mais de façon énorme, hein, entre 2021, entre leur sortie initiale et aujourd'hui. Donc la question c'est, est-ce que c'est parce que nous sommes en bear market et qu'il y a un effondrement de l'intérêt global, hein, des NFT et que c'est à cause de ça, mais est-ce qu'il va y avoir une relance des prix, une relance de la hype au prochain bull run en crypto-monnaie parce que les NFT y seront associés? Est-ce que sinon, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que c'est fini finalement, est-ce que les NFT c'est une bulle qui a explosé et que désormais, même s'il y a un bull run là, au prochain coup, les NFT ne prendront plus de valeur? C'est une question qu'on peut se poser. Donc on verra bien, mais c'est également un avertissement, c'est-à-dire très intéressant, c'est que si vous avez une stratégie, par exemple, d'acheter les NFT de VV uniquement pour trader ou uniquement pour espérer qu'ils explosent en termes de valeur, ça peut être dangereux quand vous voyez effectivement bah, la descente aux enfers, pêcheur, hein, si on peut dire, du compte de Dr Profit, hein, ça. Bah, Dr Profit, bah, pour le coup, c'est pas Dr Profit, pêcheur, c'est autre chose. Bon, voilà, donc là, il a perdu 10 millions quand même en termes de valeur sur ses NFT. Et vous voyez, il a 14 475 collectibles. Donc après, la question, c'est aussi, quelle est la stratégie? Est-ce que la stratégie, c'est d'attendre la gamification, le VVverse, et dans ce cas, l'utilisation et la possibilité d'utiliser vos NFT que vous avez collectivonnés dans le VVverse, et qui d'ailleurs va peut-être relancer la hype sur les prix de ces NFT-là, parce que si vous avez que quelques NFT qui sont disponibles pour aller dans une application dans le VVverse, effectivement, ça va faire monter les prix, forcément, parce qu'il y a une limitation en termes de quantité de NFT. Mais rien n'a encore joué. Donc c'est pour ça, c'est un pari à faire, et là c'est à vous de voir votre propre stratégie. Et si par exemple vous achetez les NFT uniquement pour les bandes dessinées parce que vous voulez les lire, bah là c'est autre chose. C'est pas un aspect de trading, c'est un aspect d'utilisation ou même de collection, hein, parce qu'il y a effectivement un aspect de collectionneur. Et voilà. Et je voulais vraiment vous montrer cet aspect-là parce qu'on voit effectivement, et d'ailleurs c'est ce que dit John Savage, hein, il dit je pense que nous serons bons, hein, si nous tenons jusqu'au prochain bull run de 2025. Vous voyez, donc là il y a également aussi une projection de la part de John Savage pour le prochain bull run, mais c'est pas gagné. Pour ça que je voulais vous le dire, c'est pas sûr que les prix de NFT de VV remonteront forcément. Donc, à vous de voir.
Bon, et sinon, autre information pour ce projet-là, donc ça y est, plus de 3 milliards de tokens OMI ont été déposés officiellement sur, vous savez, le navigateur web de l'application VV pour justement le Master Collector Programme. Donc ça veut dire que 3 milliards, bon, c'est pas beaucoup, hein, clairement, comparé au supply total de quasiment 600 milliards. Je veux dire, il y a encore du chemin à faire, mais c'est un bon début, parce que c'est la saison 0, et on voit qu'en fait, ce projet est tout simplement encore à ses débuts, hein, c'est ses balbutiements. Donc on verra même dans 5 ans déjà, il y a tout à parier que s'il continue à se développer de cette façon-là, eh bien, ce projet a tout pour réussir, du moins en théorie, si ce n'est en pratique, on le voit, parce qu'ils ne font que annoncer des bonnes nouvelles au fur et à mesure du temps pour le moment. Voilà les amis, donc ça c'est les dernières informations pour ce projet pour aujourd'hui. Hop, je vous mets la vidéo ici si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et sinon, eh bien on continue sur le prochain projet, c'est-à-dire Ultra. Bon, donc déjà Ultra Arena, vous savez, sur tout ce qui est les tournois de e-sport au niveau des jeux vidéo sur la plateforme Ultra, mais pour septembre, il y a des nouveaux tournois qui ont été mis en place, notamment les tournois donc Runeterra, je connais pas les jeux, alors League of Legends et Valorant. Voilà, pour un prix total de quand même 4200 $ en crypto-monnaie UOS et 12 collectibles uniques à se partager bien évidemment entre gagnants. Bon, donc on va dire que les tournois e-sport continuent d'avoir lieu sur la plateforme Ultra chaque mois, et il y a même, j'ai vu sur le Ultra Prime, je vais vous montrer tout ça, je suis allé directement sur le Ultra Prime, même FIFA, regardez, il y a même FIFA 2023. Donc là, c'est quand même assez phénoménal, c'est que vous avez un tournoi FIFA directement organisé par la plateforme Ultra. Donc là, effectivement, on rentre dans des jeux de type AAA+, si je puis dire, avec des connotations d'utilisation à l'échelle mondiale, hein, parce que FIFA, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui adorent FIFA. Voilà les amis, et là regardez, j'ai même toutes les informations pour accéder au tournoi, par exemple FIFA, donc je vous invite à vraiment voir directement sur votre compte, donc Ultra, donc vous pouvez, alors bien sûr pour participer, l'inconvénient c'est qu'il faudra payer 70 $ en UOS, donc en gros il faut acheter un ticket, 70 $ en UOS pour juste jouer. Donc ça, c'est vrai que c'est le point négatif, mais en même temps, c'est logique, c'est-à-dire que c'est les gens qui participent qui permettent de récolter, si vous voulez, la cagnotte pour les gagnants, en quelque sorte. Bon. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit pas gratuit et disponible pour tout le monde. Voilà les amis, donc après vous pouvez vous enregistrer, vous avez donc le démarrage de l'enregistration qui se fait le 2 septembre 2023 et ça se termine le 23 septembre 2023. Voilà les amis, un peu le système actuellement en place par Ultra. Ensuite, deuxième information, cette fois sur le projet en soi, c'est tout ce qui est l'aspect de tokenisation des jeux vidéo. Donc, vous savez qu'un des projets de la plateforme Ultra, et de tokeniser absolument tous les jeux vidéo présents sur leur plateforme de façon à créer la possibilité, enfin de donner la possibilité aux joueurs qui ont acheté ces jeux-là de façon tokenisée de pouvoir les revendre derrière sur le marché secondaire. Et donc de créer un marché d'occasion numérique des jeux vidéo, ce qui est aujourd'hui n'existe pas, quel que soit le monde, enfin l'entreprise, même Steam, Epic Game Store et tout, personne ne fait ça. Donc, quand vous achetez un jeu aujourd'hui numérique, eh bien, vous ne pouvez pas le revendre, vous n'avez pas de possibilité de, quelque part, d'essayer de rentabiliser ce que vous avez acheté une fois que vous avez fini de jouer à votre jeu vidéo, entre guillemets. Là, ça va changer parce que justement, regardez, dans cette update faite par Ultra, eh bien, ça y est, ils disent qu'ils ont lancé vraiment la phase de boost pour transformer tous leurs jeux présents sur la plateforme Ultra en version tokenisée automatiquement. Et donc ils disent, regardez bien votre inventaire si vous avez un jeu vidéo sur Ultra, parce que automatiquement vous le recevrez en version NFT dans votre inventaire. Et donc ils disent, nous allons graduellement tokeniser chacun donc, des jeux Ultra. Donc gardez un œil sur votre inventaire au fur et à mesure de la tokenisation.
Et il dit très important, durant cette phase de tokenisation des jeux vidéo, les jeux ne seront pas, enfin, seront tokenisés, ne seront pas échangeables, pour le moment, ne seront pas vendables, entre guillemets. Bon. Donc, on voit que là, ils accélèrent le coup et que ça y est, on entre dans le dur du sujet, c'est-à-dire le marché secondaire qui est en train d'être créé, qui est une révolution, hein, je répète, sur l'échelle numérique, par la plateforme Ultra. Voilà les amis, donc ce sera tout pour aujourd'hui pour la plateforme Ultra. Je vous invite à voir également la vidéo sur le projet si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus. Et sinon, on passe au XRP. Et là, vous allez voir, il y a pas mal de bonnes nouvelles à vous annoncer. Notamment, là, j'ai un tweet de Jack the Rippler qui parle justement de l'affaire sur les banques donc, asiatiques. Notamment, là, il dit banque du Japon, mais c'est les banques asiatiques surtout, qui ont confirmé, ça y est, hein, qu'elles utiliseraient le XRP pour bouger quelque part, pour faire des paiements transfrontaliers sur leur site officiel. Donc là, j'ai leur site officiel, je suis allé sur le lien et tout. Et donc, effectivement, il y a l'article, vous voyez, ça, il date du 6 septembre 2023. Aujourd'hui, pas plus récent, clairement. Et donc, là, vous avez le cheat, c'est tout ce qui est en lien donc avec les solutions de paiement de Ripple, et il parle du XRP, hein. Et donc, ils vont utiliser, donc les banques en fait de Philippines, Vietnam et d'Indonésie vont utiliser les services de Ripple pour transférer l'argent de façon internationale. Donc là, vraiment, je vous dis, c'est une nouvelle explosive. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'Asie a décidé de s'appuyer sur le XRP pour développer clairement, hein, leur réseau Swift. Voilà. Donc le XRP est en train tout simplement de remplacer le réseau Swift. Et regardez, là il y a un très très parlant ce schéma. Donc vous avez toutes les banques du réseau SBI. Alors après SBI, il faudrait voir quelle banque il y a, mais c'est tout un groupe, un ensemble de banques. Donc ça part des utilisateurs même japonais. Vous avez les fournisseurs au milieu, les intermédiaires. Et vous aurez donc le XRP au milieu, regardez, pour carrément, donc Philippines, Vietnam, Indonésie, et pour fournir toutes les liquidités carrément sur les banques. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je vous dis, franchement, personnellement, là, je pense que c'est vraiment un truc de fou, là, ce qui est en train de se passer pour XRP. Et donc, c'est le début, parce que ça veut dire que si XRP déjà obtient des partenariats comme ça avec tout l'Asie, clairement, enfin, du moins même l'Indonésie, quand même énorme. Là, on parle de milliards de personnes, en fait. Plusieurs centaines de millions de personnes. Aviat est en train d'exploser. Bon, donc sur ce, autre petite information, les amis, je continue. Hop, là, avec XRP, hein, bien évidemment. Et là, j'ai un article de cointribune.com qui va très bien dans la veine du développement du XRP, hein, du moment. Crypto, le XRP est l'alternative monétaire des BRICS. Et là, effectivement, il y a des... On sait, par exemple, qu'il y a des personnes chez Ripple qui sont en train de parler, d'échanger avec notamment donc, les banques, enfin, les hauts fonctionnaires, on va dire, des banques, des membres du BRICS, qui se sont étoffés de 6 membres à désormais 12, hein, je rappelle, depuis le sommet en Afrique du Sud à Johannesburg du 20 au 24 août 2023, je crois. Bon. Et donc là, effectivement, le XRP, enfin Ripple plutôt, aurait des échanges avec les banques des BRICS qui, justement, là c'est très bien dit par cointribune.com, c'est que les BRICS veulent se défaire de l'influence du dollar dans les transactions internationales. Donc ils cherchent actuellement une alternative. Et c'est vrai que pour l'instant, eux, ils n'ont pas encore réussi à mettre en place des alternatives, ils y réfléchissent. Donc c'est vrai qu'ils ont annoncé également en parallèle une monnaie commune basée sur les talons or, mais elle n'est pas encore là. Donc ils sont aussi en lien apparemment avec le XRP et pourquoi pas, ils vont mixer tout ça pour utiliser la technologie de Ripple, du XRP, pour asseoir leur prochaine monnaie commune, des BRICS notamment. Donc là, c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer, mais je le rappelle, il n'y a rien de validé, hein. Donc là, c'est vraiment, on va dire, à l'échelle encore de rumeurs, mais il n'y a pas de validation comme quoi les BRICS vont utiliser le XRP encore. Mais voilà, c'est pour dire, peut-être qu'on aura une nouvelle dans ce sens-là, qui sera confirmée dans les mois à venir, parce qu'on l'a vu déjà avec l'Asie, c'est sorti de nulle part.
Et pourtant, c'est quand même assez phénoménal. Bon, allez les amis, donc là je vais passer à la suite. Donc là je vous invite à voir la vidéo sur le XRP justement, hein, comment et pourquoi le XRP est destiné quelque part à remplacer le réseau SWIFT bancaire au niveau mondial et qu'il est en train quand même, mine de rien, de grignoter des parts, hein, du réseau SWIFT. On l'a vu avec notamment l'Asie qui va utiliser le XRP. Bon, et sinon, bah écoutez, je vous propose de continuer la vidéo sur les actualités crypto plus générales cette fois. Vous allez voir, il y a des choses à dire. Hop, donc là, prochain article que je vais vous montrer, tac, notamment un article du journalducoin.com. Donc la SEC devra accepter les ETF Bitcoin Spot selon JP Morgan. Vous savez que là, le contexte actuel à ce niveau-là, c'est que la, la SEC a repoussé, ça y est, hein, toutes les demandes d'ETF Bitcoin Spot, notamment de BlackRock et tout qui avaient été faites. Donc elle les a repoussées jusqu'en octobre pour prendre un verdict, prendre une décision. Et en parallèle, elle a été contrainte par la justice américaine d'accepter d'étudier la demande de Grayscale. Donc Grayscale, vous savez, le géant, a gagné effectivement son procès contre la SEC à ce niveau-là. Et donc la SEC sera obligée quelque part, et là c'est JP Morgan qui a mis son nez dans l'affaire, qui a dit sera obligé d'accepter les ETF Bitcoin Spot pour plusieurs raisons en fait. La première raison, ils ne le disent pas comme ça, JP Morgan, là c'est moi vraiment qui vous le dis, c'est que c'est pas la SEC qui décide, c'est pas les politiques qui décident dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'argent. Je le dis très souvent dans les vidéos, ceux qui ont l'argent, c'est pas les organisations philanthropiques, hein, clairement, c'est BlackRock, c'est toutes les institutions bancaires, c'est tous ces gens-là qui brassent des milliards, c'est eux, clairement, qui dirigent le monde. Hein. Les politiques, c'est tous des pantins, ça ne sert à rien aujourd'hui, si ce n'est de faire des intermédiaires. Et donc, dans ce cadre-là, ben, ceux qui ont l'argent, à partir du moment où ils décident de rentrer dans le Bitcoin et d'essayer de centraliser le Bitcoin, on va parler de la centralisation derrière. Et vous allez voir, il y a d'autres informations très intéressantes là-dessus. Mais en tout cas, à partir du moment où ces gens-là ont décidé de mettre au minimum d'avoir leur part du gâteau dans l'échelle de l'industrie des crypto-monnaies, eh bien, ils ne vont pas laisser les politiques leur dicter leur conduite, puisque c'est eux qui contrôlent les politiques. Donc là, c'est pour ça que quand j'ai vu cet article-là, je me dis effectivement, ça paraît plutôt logique dans ce sens-là, c'est que JP Morgan, qui est une des plus grosses banques des États-Unis, également intéressée par les crypto-monnaies de façon très, très poussée, eh bien, elle dit la SEC n'aura pas le choix. La SEC, elle acceptera, quoi qu'il arrive, les ETF Bitcoin Spot. Eux, ils ont dit différemment. En fait, eux, ils se sont basés sur l'aspect juridique de l'affaire avec Grayscale. C'est à partir du moment où la justice américaine a rendu raison à Grayscale pour étudier le dossier de demande de ETF Bitcoin, et bien en fait la SEC est coincée quelque part. Et donc la SEC, si elle fait rétropédalage et qu'elle refuse les ETF Bitcoin Spot, elle devra également refuser, dans le même cadre, les ETF Bitcoin sur les contrats futurs, c'est-à-dire au niveau du trading qu'elle a déjà autorisé il y a quelques temps. Donc, dans ce cadre juridique, la JP Morgan déclare que la SEC n'aura pas le choix d'accepter tous ces ETF Bitcoin Spot, mais qu'elle retarde l'échange le plus possible parce que, en fait, elle essaye de s'en tirer avec les honneurs, mais elle n'y arrive pas. Bon, vraiment le cafouillis hein, là-bas, c'est sûr. Bon, voilà les amis, donc ça, première information quand même assez sympa. Ensuite, deuxième information, cette fois de cryptost.fr. Très intéressante également, ça montre énormément de choses sur l'aspect géopolitique mondial et économique, c'est que la moitié des habitants de Turquie posséderaient des crypto-monnaies selon un rapport de KuCoin. Donc là, effectivement, ça révèle quoi? Ça révèle que tous les pays qui sont en crise économique, parce que je rappelle que la Turquie fait face à une crise inflationniste extrêmement importante en ce moment. Et donc, tous les pays qu'on voit comme le Liban, comme l'Argentine, le Nigeria, notamment, j'ai même fait une vidéo là-dessus, eh bien, que font les citoyens de ces pays-là? Ils se réfugient dans les crypto-monnaies. Et on le voit de plus en plus. Donc on voit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crypto-monnaies sont en train de devenir quelque part une valeur refuge. Et cette tendance ne fait que se confirmer, quoi. Et vous voyez, c'est même écrit là par cryptost.fr. Et il semblerait que la tendance n'ait fait que se confirmer selon un rapport récent de la plateforme d'échange KuCoin.
Donc on est en train d'arriver en fait dans un basculement du monde où les monnaies fiat, qui sont en train de se péter la figure d'ailleurs en tous les sens, eh bien, sont remplacées de plus en plus par les crypto-monnaies et même l'or et l'argent physique. Mais le problème de l'or et l'argent physique est qu'ils ne sont pas pratiques sur une échelle de mondialisation. Ou même, vous ne pouvez pas acheter de l'or et de l'argent quand vous êtes dans la forêt, dans un village, dans un hameau, c'est compliqué d'acheter de l'or et de l'argent, quoi. Voilà les amis, donc ça c'est plutôt intéressant hein, dans la démarche, que même s'il y a une stratégie financière à adopter, quel que vous soyez, ça peut aussi vous aider d'avoir ce genre d'informations pour vous. Bon, voilà. Après, je continue, donc autre petite information du jour, tac. Voilà, de cryptost.fr également, le London Stock Exchange Group, LSE, envisage d'adopter la blockchain, le futur de la finance. Donc là aussi, c'est-à-dire que on voit bien que ça rentre dans le même cadre que l'article où je vous ai montré que JP Morgan disait la SEC, ils devront autoriser forcément les ETF Bitcoin Spot à un moment, parce qu'en fait, les crypto-monnaies, la blockchain, au début, c'est quoi? Enfin, on va en revenir au cadre, c'est que le Bitcoin, la blockchain, les crypto-monnaies, c'est tout simplement une révolution du système économique et surtout du système bancaire. Or, toutes les révolutions qui ont remplacé un système précédent, ben, le système précédent s'est battu bec et ongle pour pas se faire détruire. C'est logique. Donc c'est pour ça qu'on a vu au tout début des crypto-monnaies que les banquiers, c'était les premiers à détruire les crypto-monnaies en disant que c'était pour les bandits, les méchants, tout ce que vous voulez, parce qu'ils n'avaient qu'une peur, c'est que justement ils soient remplacés, eux, par les crypto-monnaies. Or, aujourd'hui, on est en train de voir qu'à partir du moment où ils ne sont pas arrivés à détruire les crypto-monnaies, ils ne sont pas arrivés à faire en sorte que les gens ne s'intéressent pas aux crypto-monnaies, ben, ils n'ont pas le choix que d'adopter les crypto-monnaies, la technologie surtout de la blockchain, pour eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, on est en train de rentrer en l'ère où tous ces gens-là qui ont essayé de massacrer les crypto-monnaies pendant des années, ben aujourd'hui, ils vont essayer de se l'accaparer entièrement et de la centraliser sur tous les niveaux. C'est ça en fait qui est en train de se passer, et notamment avec les ETF Bitcoin Spot. Pourquoi BlackRock, tous ces gens-là sont jetés dessus en ce moment-là? C'est parce qu'ils ont compris que quoi qu'ils fassent, la technologie, elle survivra en fait, quelque part. Et donc aujourd'hui, cette technologie est tellement utile qu'on a même, vous voyez, le London Stock Exchange Group qui envisage même d'adopter la blockchain. Donc on voit vraiment que tous les projets, même comme le VeChain, etc., qui sont dans l'optimisation des process grâce à la blockchain, eh bien, sont en train d'attirer de plus en plus parce qu'il y a effectivement des gains de rendement disponibles pour l'entreprise. Voilà. Donc la blockchain, c'est l'avenir. C'est pas quelque chose qui va disparaître et c'est de plus en plus confirmé à travers ce genre de petits événements, on va dire, comme cet article-là. Ensuite, j'ai un autre article, les amis, du journalducoin.com. Et là, Vitalik Buterin, donc vous savez, le fondateur d'Ethereum, pointe du doigt la centralisation des nœuds sur Ethereum. Donc là, je vous parlais justement de la centralisation, notamment même des institutions, etc. Et bien là, on y est. C'est-à-dire que vous savez que Ethereum, c'est le projet qui est passé de la décentralisation assurée avec le Proof of Work à la centralisation limitée avec le Proof of Stake, pour justement, dans des enjeux de réduction de la consommation d'énergie, entre guillemets. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est dit par Vitalik Buterin lui-même, eh ben, ils ont tellement centralisé le réseau Ethereum que désormais, vous avez 60% des nœuds de validation du réseau qui sont dans les mains d'Amazon, notamment de l'AWS, c'est-à-dire le Amazon Web Service. Donc ça veut dire que le problème pour Ethereum, donc le plus gros danger qu'il peut y avoir aujourd'hui pour l'Ethereum, c'est que demain, s'il y a une régulation qui passe, qui vise à fermer par exemple les réseaux, des nœuds de validation, par exemple même juste d'Amazon, ou même s'il y a un problème de sécurité, par exemple, sur ces nœuds-là, eh bien, si Amazon a un problème, c'est 60% des nœuds du réseau qui risquent en fait, de disparaître ou de mal fonctionner ou quoi que ce soit. Et donc derrière, bah, c'est le réseau Ethereum lui-même en entier qui sera impacté. Il est là le risque. Donc on voit bien que il y a un vrai sujet quand même sur la centralisation et même au niveau des blockchains en tant que telles. Voilà. Donc c'est également pour ça que je vais vous transmettre cette information. C'est quand même assez intéressant de voir comment le monde est en train de tourner à ce niveau-là. Bon, allez, maintenant je continue les amis sur les actualités plutôt financières. D'ailleurs, avec formation, donc les amis, là j'ai un article de latribune.com, effectivement, donc
Au niveau du pétrole, Riyad et Moscou vont flamber les coûts en restreignant leur offre jusqu'à la fin de l'année. Donc effectivement, bon, vous le savez déjà, hein, là, les cours du pétrole sont en train de remonter en flèche, notamment depuis cet été, et au point que le Brent est en train de passer la barre de 90 dollars. Donc nous, forcément, on va avoir des répercussions à la pompe. On le voit déjà, notamment avec des prix qui ont dépassé les 2 euros faciles à la pompe, mais ça risque de continuer, notamment parce que la Russie et l'Arabie Saoudite sont en train de mettre le paquet pour réduire leur production de pétrole, de façon à mettre la pression sur les prix pour l'Occident. Parce que vous l'avez compris que désormais, 80% de la production de pétrole mondial est dans les mains des BRICS. Puisque je rappelle que l'Arabie Saoudite fait désormais partie des BRICS, enfin, fera officiellement partie des BRICS à partir de 2024, mais c'est tout comme, hein, en attendant, au niveau de leur politique. Donc aujourd'hui, on a vraiment une offensive, hein, plutôt agressive sur le plan commercial au niveau du pétrole. Et je rappelle que j'ai fait une vidéo, hein, où j'expliquais justement les effets du choc pétrolier de 1973 sur l'inflation. Je vous invite à voir cette vidéo parce qu'il y a des choses très similaires avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on est en train de constater de plus en plus, avec l'actualité géopolitique actuelle, que le choc pétrolier est quelque chose qu'on peut de plus en plus envisager à travers ce genre d'agression économique, hein, si je puis dire, pour le pétrole. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge à ce niveau-là, loin de là, les amis. Ensuite, autre article, donc là j'ai un article, on va dire, plus marrant, hein, entre guillemets, de Le Figaro. Un ralentissement de l'activité, mais pas de risque de récession, assure le gouverneur de la Banque de France. Donc là, j'ai littéralement rigolé quand j'ai lu cet article-là, parce que, enfin, déjà, il faut savoir que la définition d'une récession, il y a plusieurs définitions. Mais la définition première d'une récession, c'est un ralentissement, en fait, de la croissance économique d'un pays, d'une zone géographique. Or là, dans la même phrase, en fait, le gouverneur de la Banque de France, il se contredit. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un ralentissement de l'activité qui est là, depuis 2 trimestres en plus, depuis plusieurs mois, il dit, depuis 2 trimestres, ce qui est exactement la définition d'une récession sur le plan primaire. Mais pas de risque de récession quand même. Il dit la même phrase, il se contredit lui-même. Sauf qu'en fait, eux, là, ils s'arrangent un petit peu sur les mots et ils préfèrent prendre la définition de la récession quand vous avez effectivement un PIB qui devient négatif, en fait. C'est-à-dire qu'une croissance qui devient négative. Pour l'instant, il n'y a pas de croissance négative, il y a juste un recul de la croissance, donc un ralentissement. Donc, je trouve qu'ils jouent un peu sur les mots, mais sur le fond, s'ils adoptent cette définition-là, ils ont raison. Mais comment on peut, en ce moment, avec toutes les choses qui nous tombent dessus, même le pétrole par exemple, comment on peut dire qu'il n'y a pas de risque de récession à 100%, alors que c'est pas possible, on ne connaît pas l'avenir. Donc on voit bien que là, on se moque un peu de nous quand même. Et que c'est pour ça qu'il est important, les amis, de vraiment commencer à s'informer ailleurs que sur les chaînes officielles, les médias officiels, parce que on voit que ces gens-là, ils préfèrent dire des choses qui arrangent ou qui ne sont pas forcément objectives ou qui sont politiques ou etc. Mais la vérité, c'est qu'ils n'en savent rien. Il n'y a pas de risque de récession, ils ne peuvent pas l'affirmer, c'est impossible. Voilà. Et surtout, si je dis ça, pourquoi c'est impossible? Tout simplement parce que là, j'ai un article de Euractiv. Les faillites continuent d'augmenter en France, 55 000 emplois à risque. Donc ça, c'est des faits. Et effectivement, on est à plus de 35% là d'augmentation de faillites en France sur le dernier trimestre 2023, sur les derniers mois 2023. C'est énorme. Mais c'est logique avec les prix de l'électricité, avec tout ce genre de choses, l'inflation, etc. Eh bien, les entreprises ont de moins en moins de chiffre d'affaires en bagage, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, les amis. Hop, ce sera tout hein, pour cette actualité, donc crypto numéro 40. Mais c'est pour ça que je vous rappelle qu'il est important de vraiment s'informer par soi-même. Je pense que l'éducation financière aujourd'hui, le premier moteur de l'éducation financière, c'est vous aujourd'hui. Donc c'est en s'informant, c'est en s'éduquant par soi-même, en ayant des sources d'informations. Attends, déjà, il n'en faut pas une seule, il en faut plusieurs, clairement.
Et il faut diversifier de ce qu'on vous dit à la télé, parce que là, on le voit clairement, on se moque un peu de nous, hein, clairement. Bon, bah sur ce, écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc sur ce, on va rester positif, hein, parce que vous voyez, il y a des solutions. Après, reste à voir avec notamment l'or, l'argent physique, qui sont des choses immuables, hein, si je puis dire. Les crypto-monnaies, vous voyez de plus en plus qu'elles resteront là, les crypto-monnaies, elles ne disparaîtront pas très largement. Et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.